Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui du scrutin du dimanche prochain. Une amie très fidèle de ce canal m'a posé la question, m'a demandé d'élaborer un peu sur les élections. Alors bon, très humblement, moi je ne suis pas du tout compétent pour parler de sondage, de politique électorale, hein. Il y a des gens qui se font ça très bien. Des gens sérieux, des gens moins sérieux. Des gens sérieux, c'est Pierre-Yves Rougeron. Vous voyez son canal, il y a le curé de campagne, le journal d'un curé de campagne. Bon, c'est une analyse au vitriol, mais c'est une très bonne analyse. Il va dans le fond des choses. Il compare les campagnes une par une de tous les candidats. Il y a des gens qui font ça plus légèrement, mais avec l'arrogance du premier de la classe. C'est bon, Jean-Michel Apathy, voilà, vous connaissez ces personnes qui tutoient le Seigneur tous les jours. Je parle du bon Dieu et qui donc nous déversent leur science tous les jours. Bon, je vous conseille de regarder Pierre-Yves Rougeron et de ne pas de voir Apathy. Bon, j'ai quand même certaines choses à partager avec vous, plutôt des réflexions et non pas des sentences définitives. La première, c'est le mystère Zemmour. C'est-à-dire que le type, il fait 100 000 personnes au Trocadéro, il a la campagne la plus fervente, la plus jeune, la plus... là où enfin, s'il y a des yeux qui brillent en France aujourd'hui, ils sont autour de Zemmour. Ils ne sont pas chez Hidalgo, chez Macron, même chez Mélenchon, je ne sens pas la même ferveur qu'il y a chez Zemmour. La vraie ferveur, celle des jeunes qui se transmet, l'émotion contagieuse, qui fait qu'on se sent bien après. D'accord? Il n'y a rien de forcé là-dedans. Alors, c'est un mystère parce que ça ne se traduit pas dans les sondages. Alors, soit les sondeurs sont tous pourris, bon, après tout, hein, même les médecins maintenant sont corrompus hein, depuis la pandémie. Et les médecins, moi, je ne fais plus confiance à la médecine. Je ne dis pas que tous les médecins sont pourris, mais je dis qu'une grande partie de la médecine française et occidentale est largement pourrie, tiers-mondisée, dans le sens de corrompu et d'acheté. Donc, bon. Ça ne m'étonnerait pas que les sondeurs soient achetés ou soient pourris. Bon. Soit ils sont perdus, déboussolés, c'est ce que dit Zemmour, à cause de l'abstention. Comme l'abstention promet d'être record, les sondeurs ne savent plus comment traiter leurs données. Bon, ça, on dit non quand même de leur science, c'est pas une science, c'est juste de l'artisanat. Sauf que les mecs se posent à la télé comme s'ils étaient les inventeurs de l'électricité. On croit, à chaque fois que tu vois un sondeur à la télé, à part quelques-uns, tu as l'impression de voir Thomas Edison, plein de certitudes, ou Newton, alors que le mec il en sait moins que toi sur ce qui va se passer. C'est ce que disait Hassan II sur les gens de la météorologie. Ils lui ont dit, il avait dit une fois à la télé, la météorologie n'est pas une science assez sérieuse pour que je croie à ses prédictions. Moi, je dis la même chose. À ma place, hein, je n'ai pas dans les pas de Hassan II. Bon, soit vous avez un phénomène qui peut s'expliquer, enfin qui semble logique, c'est-à-dire que Zemmour serait à son maximum. C'est-à-dire que les 100 000 personnes au Trocadéro, ben, c'est le maximum. C'est-à-dire que les gens sont tellement mobilisés ben, qu'ils sont dans la rue à chaque fois qu'il y a un meeting. À chaque fois qu'il y a un meeting de Zemmour, Mont-Saint-Michel, Nice, ben, ils sont là. C'est-à-dire que le public est là, ou en grande partie là. Donc effectivement, ça explique le score de 10-11% d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le public est très mobilisé, les Zemmouriens sont tellement mobilisés qu'ils sont de toutes les rencontres, mais c'est juste ça, il n'y a pas plus. Bon. Donc écoutez, je laisse ça à votre sagacité. Moi, je pense que le peuple français n'aime pas l'injustice. Il a plein de défauts, mais il n'aime pas l'injustice. Hein. On n'est pas en Russie ici, on n'est pas en Chine. On est un peuple qui n'aime pas l'injustice. Donc, comme Zemmour est traité comme un enfant par des journalistes, j'ai vu récemment un type sur LCI qui lui a parlé comme il parlait à un enfant. Lorsque Zemmour s'est fait maltraiter dans l'école de foot d'un frère, d'un fils ou je ne sais quoi de Zidane, il lui dit, écoutez quand même, vous êtes fait maltraiter, mais est-ce que vous l'avez bien cherché? Donc ça veut dire que vous avez des journalistes chez LCI qui justifient la violence. Donc c'est comme la fille qui se fait violer, on lui dit, bah, écoute, tu l'as bien cherché, tu as provoqué les gens, puisque tu étais en mini-jupe. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un s'en prend à Zemmour physiquement, bah, ce quelqu'un-là, il a la fatwa, il a le halal de nos amis journalistes, parce que Zemmour l'a bien provoqué, il l'a bien cherché. C'est du délire. Ce journaliste disait à Zemmour, à Marseille, vous avez dit qu'il y avait le tiers-monde, parce qu'en se référant à un marché aux puces illégal. Comment osez-vous dire que c'est le tiers-monde? Enfin bon, déjà, marché aux puces illégal, c'est égal tiers-monde. On n'a pas besoin d'élaborer sur ça. Le journaliste, il oblige Zemmour à expliquer l'évidence.
Évidemment, un marché aux puces illégal, c'est le tiers-monde, c'est la tiers-mondisation de la préfecture de Marseille qui ne fait pas respecter la loi. Parce que le marché aux puces illégal, c'est à Rabat, c'est à Casablanca. Tu as des mecs qui envahissent tout un quartier pour vendre des tapis ou vendre des fruits. Alors à 15 heures, ils se cassent, ils te laissent la bouillabaisse des jus de fruits écrasés par les voitures, les mobylettes et par leurs pieds et leurs sandales. Ça, je l'ai vu chez moi au Maroc. Je ne veux pas le voir en France. Donc ça, j'ai pas besoin d'expliquer à un journaliste de LCI. Donc ça, les Français, ça les rend dingues. Enfin, j'espère que ça les rend dingues. Et qu'ils donneront une leçon, ils infligeront une leçon au système politique en votant Zemmour, en le mettant au second tour. Bon. Donc ça, c'est mon pari. Si quelqu'un veut vraiment que je sorte du bois, voilà mon pari. Les Français vont surprendre la sous-classe des journalistes. C'est une sous-classe. Et de cette aristocratie à deux balles qui nous sert de commentateurs politiques et d'élite politique. Bon. Il y a Mélenchon. Mélenchon est très fort dans les sondages. Mais là, c'est pas très grave. Là, par contre, je pense que les sondages ont raison. Parce que le public Mélenchon, on est dans... Enfin, Mélenchon, c'est un hologramme. Hein. D'ailleurs, c'est le candidat des hologrammes. C'est-à-dire qu'il reflète son public. Il n'a pas grand-chose à dire parce qu'il dit la même chose depuis des années. La constance, c'est pas mal. Hein. La constance, c'est pas mal. Mais au fait, il dit la même chose depuis des années. Enfin, c'est la posture qui est la même. C'est-à-dire qu'il dit, je fais un bras d'honneur au système. Très bien. Mais il a changé son discours. Donc là, il reflète le public banlieue, donc l'indigénisme. Donc il le reflète. Voilà. Il leur dit le racisme systémique, la créolisation. Donc quand le mec banlieue, il voit Mélenchon, il reçoit, comment on dit en religion catholique, c'est l'absolution. C'est-à-dire qu'il est pardonné de ses péchés. Ce que dit le message subliminal de Mélenchon en banlieue, c'est ne changez pas, ne changez rien. C'est le monde autour de vous qui est déréglé, qui est déséquilibré. Vous êtes pur et parfait, vous êtes des victimes. D'ailleurs, on va créoliser le monde. Le monde va vous ressembler, comme ça vous allez être tranquille. Parce que quand tu es faible, tu veux que le monde te ressemble, tu veux que tout le monde soit mal. Quand tu es déprimé, les gens qui vont bien, ils t'énervent. Ils t'énervent, ils te rendent dingue. Donc tu veux que tout le monde soit mal, donc tout le monde soit créolisé, tout le monde soit... Qu'est-ce que c'est que la créolisation? C'est une espèce c'est une création d'un peuple de bâtards, dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que le bâtard, il n'est pas reconnu par son père, ou par son père. La mère, normalement, elle reconnaît. Donc, tu auras une culture abâtardie, tu n'es ni marocain, ni français, tu n'es ni breton, ni algérien. C'est une souffrance. Mais ta souffrance à toi, qui est fils de l'immigration, elle va être généralisée parce que tout le peuple français va se transformer en un peuple de bâtards. Alors, il y a eu des bâtards magnifiques. Hein. La mémoire me trahit, mais il y a eu des grands bâtards. Mais ce que promet Mélenchon, ce n'est pas un peuple de bâtards géniaux. Ce n'est pas un peuple de métis magnifiques. Hein, ce n'est pas des Ismaéliens urbains. Pour ceux qui connaissent, c'est un musulman de Guyane, Saint-Simonien, voilà. Non, non, c'est pas ça. Mélenchon ne veut pas un peuple d'Ismaël urbain. Non, il veut un peuple de gens faibles qui votent pour Mélenchon. Parce que pour voter Mélenchon, il faut être faible. Voilà, donc tu as l'hologramme. L'hologramme aussi se reflète au niveau du peuple des professeurs et d'une certaine fonction publique. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, à ces profs, à ces instituteurs, comme on disait à l'époque, il leur dit « L'école est magnifique, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes innocent de la dégradation de l'école, de l'effondrement de l'école. C'est la cité, au sens grec du terme, qui est malade. C'est la société autour de vous qui est malade. Vous êtes dans le bien, vous êtes la justice, vous êtes pur et parfait. Ne changez pas. » Et c'est vrai que ça, c'est un ressort psychologique très fort. Nous sommes tous humains, hein, nous sommes tous des électeurs de Mélenchon en puissance. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dit « c'est pas ta faute, c'est la faute de ton papa, ta maman, la société, le capitalisme, la mondialisation, le libéralisme. » Ben oui, mais bien sûr, moi aussi je tombe dans le panneau tous les jours. Hein. Je ne vaux pas mieux qu'un électeur de Mélenchon. Donc c'est ce que j'appelle l'effet d'amphithéâtre, c'est-à-dire que dans l'amphithéâtre, tous ceux qui sont dans l'amphithéâtre sont purs et parfaits. Ça donne la faculté française. Tous ceux qui sont dans la fac, dans l'amphi, sont purs et parfaits. Le problème vient d'ailleurs. C'est nous contre eux. Et tu as ça dans l'électorat Mélenchon, me semble-t-il. C'est nous contre eux. Nous, on a raison. Nous sommes le camp du bien. Nous sommes Jean Jaurès, Léon Blum, Jules Ferry, Gambetta. Et vous êtes le mal, vous n'avez rien compris. Ce qui fait que tu as des phénomènes absolument incroyables. C'est-à-dire que les gens qui décapitent les professeurs votent pour Mélenchon et les professeurs votent pour Mélenchon.
Donc là, je fais un énorme amalgame, vous me pardonnerez, hein, je n'aime pas les amalgames, mais il faut aller vite parfois. Donc le vote racaille, qui n'est pas le vote banlieue, hein, je ne dis pas que le vote banlieue est un vote racaille, mais là je fais un court-circuit juste pour aller vite. Donc tu as la racaille a des sympathies pour Mélenchon, et les profs qui se font décapiter par la racaille ont des sympathies pour Mélenchon. Ce que j'appelle le miracle de Mélenchon. C'est un miracle. Alors, le bourreau et la victime votent pour la même personne. Mais ça s'explique par cet effet d'amphithéâtre, c'est-à-dire que il y a nous et eux. Nous, on a raison. Nous, on n'a aucune introspection à faire, aucune autocritique à faire. C'est le prof français de base. C'est pas sa faute. Il veut des moyens. Tu parles à un prof, il veut des moyens. Pas tous, vous m'avez compris. Il veut des moyens, des moyens, des moyens. Il ne se pose même pas la question si sa méthode est bonne d'enseignement, si l'élève lui casse la gueule, il ne se dit pas que c'est à cause de l'immigration ou des problèmes de la famille maghrébine ou africaine. Non, lui il dit c'est pas ma faute, c'est pas la faute de la famille du parent d'élève. Si le parent d'élève m'attend au coin de la rue avec un canif, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute de la République, du capitalisme, c'est la faute de la mondialisation. Bon, écoute, hein, nous sommes tous prêts à tout pour casser le miroir. La vérité nous dérange. Donc moi, parfois le matin, j'ai envie de casser le miroir. Quand je n'aime pas me voir dans la glace, j'ai envie de casser le miroir. Or, être un adulte, ce n'est pas casser le miroir, c'est se regarder dans une glace. Voilà pour l'électorat, donc Mélenchon. Donc normal qu'il soit à un score élevé. Parce que la maladie mentale est généralisée. Bon, donc il n'y a pas de problème. Le score Macron est élevé, évidemment. Là aussi, tu as l'effet d'amphithéâtre, c'est-à-dire que tu as des gens qui veulent être disculpés tout le temps. Je ne sais pas si le terme existe. Ils veulent être innocentés de leurs crimes. C'est-à-dire que l'électorat Macron fera tout pour ne pas regarder les conséquences de sa politique, de son mode de vie, de ses mentalités. C'est un électorat qui vous paiera de l'or, qui votera Macron tous les jours, du moment que Macron déconnecte la cause de la conséquence. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vivent. L'électorat de Macron n'est pas un fou furieux. Ils vivent l'insécurité. Parce que l'insécurité est dans Paris, 16e arrondissement. L'insécurité est partout. La gangrène est partout. La racaille est partout. Même à Metz. Metz qui était une ville protégée des cieux, où il n'y avait pas de racaille. Même à Metz, maintenant, tu as la racaille. Donc, la bourgeoisie qui vote Macron le sait très bien. Sauf qu'elle ne veut pas. Pour elle, c'est un problème psychologique grave, c'est une blessure narcissique. Elle ne veut pas admettre que la racaille est le fruit de l'immigration, que la racaille est le fruit du million de migrants de Mme Merkel, que la racaille est islamisée, que le Bataclan est le fruit de l'immigration. Elle ne veut pas cette chaîne logique, cette chaîne causale qui coule de source pour toute personne qui a 2 neurones qui fonctionnent. Donc il y en a qui prennent de la drogue pour fuir la réalité, il y en a qui fument du cannabis pour fuir la réalité. Eux, ils votent Macron parce que Macron leur dit, mais attendez, le cas Jérémy Cohen, ça arrive tous les jours, dixit Macron. C'est un drame humain. Il ne leur dit pas, c'est le résultat de votre politique. Il ne leur dit pas, c'est le fruit amer de l'impunité. Non, il leur dit, ça arrive tous les jours. Donc les mecs, ça les rassure. Donc ils vont voter Macron pour se regarder dans une glace. Parce qu'ils sont des assassins. D'un point de vue allégorique, hein, c'est une métaphore. Macron, assassin, évidemment. Évidemment. Comment ose-t-il encore faire campagne? Enfin, tu me diras, il ne fait pas campagne. Au moins, lui, il est cohérent. Il fait un meeting. Parce qu'il a honte. Il devrait avoir honte. Parce que Jérémy Cohen, il est mort à cause de Macron. Pourquoi Jérémy Cohen est mort? Parce que 20 racailles ont le sentiment de l'impunité. Pourquoi ils ont le sentiment d'impunité? Parce que Darmanin ne fait pas son boulot. Parce que Dupond-Moretti est en place. Dupond-Moretti se nomme acquittator. Quand tu mets en place, quand tu nommes ministre de la Justice le prince de l'acquittement, évidemment que la racaille se sent à l'aise. C'est normal. Pourquoi il y a 20 racailles en France? Parce que tu as ouvert les frontières. Parce que tu as démantelé l'éducation. Parce que l'école qui aurait pu sauver ces jeunes-là, parce que personne ne naît racaille, on devient racaille. L'école qui aurait pu, avec 2 baffes bien senties, et le sens de la France, le sens de l'excellence, transformer ces futurs racailles en des citoyens modèles, cette école-là a été démantelée par M. Blanquer et ses prédécesseurs. Madame Belkacem, elle était dans le même gouvernement que M. Macron. Donc je dis bien Macron assassin, Macron sous Hollande. Et avant, ça remonte à Jospin, bien avant. D'accord. D'ailleurs, des assassins, il y en a aussi à droite. Hein. Donc, c'est pas, vous êtes des meurtriers, des assassins en crime collectif. Le lynchage, c'est le crime parfait parce que le lynchage, tu ne sais pas qui a donné le coup fatal à la victime. Qui a donné le coup qui a fait arrêter les battements du cœur de la victime lynchée? Personne.
Donc, la France est victime d'un crime de lynchage. Donc, Macron assassin, et tous les mecs là de cette classe politique sont des assassins. Son pire, ce sont des commanditaires. Parce que l'État Macron, ce qui est devenu cette république bananière, a couvert le meurtre de ce monsieur Cohen. Et pendant un mois, le Parisien a dit un jeune homme percuté par un tramway. Vous avez couvert, la police n'a même pas ouvert une enquête pour meurtre, ils ont fait une enquête pour accident. Quelle honte! Vous êtes des commanditaires, vous êtes les complices. Les commanditaires, c'est que vous avez voulu ce meurtre et vous l'avez couvert. Vous êtes pire que l'assassin, que l'exécutant. Pire. Parce que la racaille est une munition. La racaille, ça se remplace. Tu sais, c'est comme la munition d'un Glock. Tu l'utilises une fois, après, ça se remplace. Ça coûte rien une racaille à faire. Comme une munition, ça coûte que dalle. Ça coûte cher de faire un neurologue. Ça coûte cher de faire un prix Nobel. Ça coûte cher de faire Thomas Pesquet, le mec qui va sur l'ISS. Ça coûte cher. Ça coûte cher de faire un polytechnicien. Né en banlieue, ça coûte très cher. Mais faire une racaille né en banlieue, tout le monde le fait, même Macron. D'ailleurs, cette racaille-là, elle est aussi victime parce qu'elle a le même ADN que mon grand-père qui était goumier. C'est ça le drame. C'est ça que j'en veux tellement à ces gens-là, à cette classe politique assassine. Assassine, ça se dit. Parce que je vis en portugais, donc c'est pour ça que ma tête, parfois, il y a des courts-circuits. Ces racailles-là, s'ils avaient fait leur service militaire, s'ils avaient eu des officiers admirables, pas des Français déconstruits, s'ils avaient vu cette racaille-là n'a jamais vu un homme français qui se tient debout. Elle a vu l'homme français à quatre pattes, soit sur le plateau de M. Ruquier, soit en train de faire sur un char rose, hein, vous m'avez compris, ou en train de faire la repentance, au camp Castaner à genoux devant les Traoré. Donc, pourquoi mon grand-père, il a défendu la France entre 40 et 45? Parce qu'il admirait la France, il a vu des hommes français véritables, admirables, il a dit je peux mourir pour ça. Cette racaille, malheureusement, elle n'a pas eu la chance de voir des vrais Français, d'être prise en main par des vrais instituteurs. Moi, mes institutrices m'ont sauvé. L'école primaire m'a fait. Le collège m'a construit. C'était souvent des femmes, les profs. Il n'y a plus de ça. Maintenant, vous avez des femmes déconstruites qui vous disent la femme violée mérite d'être violée parce qu'elle porte une jupe. Voilà. C'est ça ce qui est devenu l'éducation nationale française. Ces racailles-là, on aurait pu en faire des goumiers, des gens au service de la France. Malheureusement, on a dégradé, on a gâché leur potentiel viril. C'est devenu des racailles. Voilà. Bon, donc ça, c'est le vote Macron. C'est un vote qui est prêt à tout pour oublier, pour être innocenté. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Ça ne m'étonne pas qu'il soit à 28% ou à 30%. Parce que Macron a une base électorale. Hein. L'élite française pourrie a une base électorale. Comme Sarkozy avait une base électorale, comme Jospin avait une base électorale, voilà, Mitterrand, tout ça. Hein, ces gens ne sont pas arrivés au pouvoir par effraction, ils n'ont pas commis de coup d'État. D'accord? Donc nous sommes tous responsables. Maintenant, pour conclure, vous voyez que je parle depuis 18 minutes d'un cirque. Là, nous sommes dans le cirque. Chez Zemmour, je me pose la question si les gens... en gros, est-ce que c'est un spectacle chez Zemmour? Parce que 100 000 personnes dans le Trocadéro, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'il y ait, je sais pas moi, 20 millions de votes pour Zemmour le dimanche. Donc là, je me pose la question, est-ce que c'est un cirque? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que les gens jouent la comédie? Ou est-ce qu'ils vont vraiment aller voter? Et vraiment, est-ce que dans la rue, sur la voie publique, est-ce qu'il y a des acteurs? Ou est-ce qu'il y a derrière tout un peuple zémourien? Moi, je ne sais pas s'il y a un peuple zémourien. Comme on disait avant, il y a un peuple de droite. Je ne sais pas s'il y a un peuple zémourien, on verra. Donc je me pose la question de la représentation. D'ailleurs, on dit que la démocratie est une représentation. C'est un théâtre. Chez Mélenchon, c'est le cirque. C'est d'abord l'hologramme. On se croirait chez le cirque du Soleil. Et vous voyez, j'ai raconté le cercle des racailles et des profs. Les deux votent pour le même trapéziste, ou magicien, si vous voulez. Et chez Macron, vous avez vu le cirque que je viens de décrire. Donc tout ça, c'est pas très sérieux. Or, on est en train de parler de l'avenir de la nation française, de la survie de la nation française, de la civilisation française. La question que je pose, est-ce que ce genre de question doit être confié au vote? Est-ce que la vie ou la mort d'un pays se décide dans les urnes? Bien sûr que non. Est-ce que toi, tu vas voter pour les gens qui doivent survivre au CHU près de chez toi? Est-ce que la vie ou la mort d'un malade est confiée au vote?
populaire de, tu vois, le CHU de Poitiers, ce qu'on va appeler les gens du département 86 pour dire bah, est-ce que Madame X ou Y doit vivre, est-ce qu'on doit débrancher ou pas. On est en train de voter on est en train de jouer la survie de la nation française sur un vote. Un vote qui est par définition régi par le caprice, par le qu'en dira-t-on, par la respectabilité, par l'émotion, par l'énervement, par la maladie mentale que je viens de décrire, hein, chez les macronistes, chez les zémoriens, j'en sais rien. Mais pourquoi pas, hein, on ne vaut pas mieux que les mélenchonistes. Chez les racailles, chez les profs. Est-ce que des choses aussi sérieuses peuvent être confiées au vote? Ben non, évidemment que non. Nous sommes malades, nous sommes fous. Mais nous sommes fous. Si nous croyons que nous allons confier notre destin à un vote, le dimanche, parce que d'ici dimanche, il se peut se passer plein de choses. D'autres Jérémy Cohen peuvent mourir, ou demain peut-être un zouave ou un néo-nazi peut tuer un Malik Oussekine demain et le jeter au métro Charonne, comme par hasard. Demain, les Russes peuvent, je sais pas, peuvent exploser une bombe nucléaire tactique. Enfin, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Je vous pose la question, enfin, vous connaissez la réponse. Vous croyez que, enfin, les grands hommes qui vont nous sauver, ils existent, ils vont nous sauver. Ils ne peuvent pas accéder au vote par ils peuvent pas accéder au pouvoir par le vote. De Gaulle, en 58, il est arrivé par un coup d'État. De Gaulle est arrivé au pouvoir parce que les militaires d'Algérie ont menacé la 4ème République qui était décadente. Et ils lui ont dit, soit De Gaulle, soit on débarque à Paris. Les parades, tu les auras à la Tour Eiffel, au Champ de Mars. C'est pour ça que la 4ème République, excusez-moi, elle a fait sous son froc, elle a donné le pouvoir à De Gaulle. Sinon, De Gaulle ne serait jamais arrivé au pouvoir. De Gaulle, en 41, en 40, il était dissident. Il n'était pas légaliste. La légalité, c'était Pétain. D'ailleurs, il a été condamné à mort pour insurrection, je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous sommes... je reformule la question. Il y a le jeu et il y a les choses sérieuses. La démocratie est un jeu utile pour un garçon, pour un gamin, fille ou garçon, de 0 à 10 ans, à 12 ans. Jouer, c'est important, l'aspect ludique des choses. On joue. Le jeu, c'est essentiel. Mais à un moment donné, il y a des choses sérieuses. Est-ce que nous allons confier au vote démocratique des choses aussi essentielles? La démocratie n'est qu'un instrument. N'est qu'un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est quoi? C'est la dignité. C'est vivre libre, c'est vivre indépendant. C'est ne pas recevoir, c'est que ta femme puisse marcher dans la rue sans se faire violer parce qu'elle porte une mini-jupe ou sans se faire harceler par une racaille qui lui demande de porter le voile islamique. C'est ça la dignité. La dignité, c'est travailler et gagner 2000 €, pas un salaire minimum à 1300, 1400 €. La dignité, c'est gagner 5000 €, j'en sais rien. La dignité, c'est que ton pouvoir d'achat ne dépend pas de Poutine ou de l'Ukraine. L'inflation. La dignité, c'est de dire à Pfizer, je me modère parce que la dignité, c'est ne pas avoir à se modérer sur les réseaux sociaux. Bien sûr, la dignité, c'est ne pas appeler au meurtre sur les réseaux sociaux. Mais si je me modère sur les réseaux sociaux, c'est que je ne suis pas digne, c'est que je ne suis pas libre. C'est ça la dignité. Ça c'est plus important que la démocratie qui est un moyen, c'est un instrument. On peut être heureux et digne sans être dans la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on sera sous la botte de Mussolini ou de Franco ou de Oufkir. Je suis œcuménique dans mes exemples. Ou de Nasser, ou du maréchal Sissi. Entre le maréchal Sissi et Marlène Schiappa, je prends 2 exemples d'indignité. Il y a d'autres voies. Il convient de les explorer. Ne soyons pas des enfants. Ce qui se joue dimanche est accessoire. En fait, le vote dimanche est accessoire dans un sens. Dans un sens, il faut pas il faut voter Zemmour, sauver votre pays, mais ne vous faites pas trop d'illusions. C'est pas parce que Zemmour sera au pouvoir que s'il vient au pouvoir, s'il arrive au pouvoir, grâce au vote démocratique, que la France sera sauvée. Ça doit venir de vous-même. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous préparer au sacrifice. Et quand vous voyez des grands hommes se déclarer, quand vous voyez si vous rencontrez le prochain De Gaulle, eh bien, laissez la place, faites place et inclinez-vous et ralliez-le. Ou au moins laissez-le passer. Ne le signalez pas à la Gestapo qui réside aujourd'hui à Place Beauvau. Vous m'avez compris. Ciao!